tournoi Linka de la période estivale 2025. Pascal, tu t'es affairé à regarder les espoirs qui y participaient, espoirs qui vont être repêchés en 2026, certains en 2027 également. Mhm. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai demandé de dresser un top 5 des meilleurs joueurs, selon toi, au tournoi Lenka. Donc, la parole est à toi en premier lieu. De qui tu veux nous parler? Pas nécessairement un top 5 vraiment des meilleurs, mais dans les plus. C'est eux qui ont le mieux performé, si on veut, là. Donc, ça a été. J'avais quand même du choix, parce que ça n'a pas été un tournoi dégueu, si on veut, mais ça n'a pas été non plus le plus reluisant, si on veut, des dernières années. Le Canada avait une très bonne défensive, mais sur papier, mais rendu sur la glace, c'était un peu fade, dans le fond, beaucoup de pertes de rondelles, beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'ils ont gagné juste la médaille de bronze. Ils ne sont pas rendus en finale, malheureusement. Mais avec la Suède et les États-Unis, on a quand même eu une belle finale. C'était vraiment intéressant. C'était le fun de voir les États-Unis gagner la médaille d'or, dans le fond. Parce qu'habituellement, c'est les joueurs de la USHL, après ça du Junior A canadien, qui sont les États-Unis. C'est pas le programme américain comme probablement les auditeurs savent, là. Donc, c'est souvent une équipe pas mal plus faible. Mais là, cette année, il était vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Pas nécessairement beaucoup de profondeur, mais quelques bons noms en offensive puis en défensive. Puis les autres pays, ben ça, la Finlande, ça va être une meilleure année pour la Finlande. Je fais un wrap-up, on parlera des espoirs après. D'abord, la Finlande, ils n'ont pas nécessairement performé au fond cette année, mais c'était une meilleure équipe que l'année passée. Même la cohorte de la Finlande pour le repêchage est meilleure que les dernières années. Donc, c'est quand même de bon augure. Il y a quelques noms, donc un qu'on va parler aujourd'hui, qui sont assez intéressants. Puis, c'est pas mal ça. On va commencer par le Canada. Dans le fond, j'ai deux noms. J'ai un nom. Un nom pour le Canada. C'est Mattis Preston. J'aurais pu y aller avec quelques noms, mais je trouve que c'est lui qui a plus rencontré les attentes, si on veut. Tu sais, oui, il y a Ethan Belches, mais j'ai pas été déçu, mais je trouve pas qu'il y a eu l'impact que j'aurais voulu qu'il y ait. Bon, donc Mattis Preston, il rappelle un peu Berkeley Catton. Dans le fond, c'est vraiment le genre de profil très offensif, très dynamique avec la rondelle. Pas nécessairement mauvais sans la rondelle, mais c'est pas un cône, mais les erreurs, les brain farts, si on veut, dans le fond, les, euh, les revirements sont nombreux avec lui. Il essaye beaucoup de choses avec la rondelle, beaucoup de décisions risquées, beaucoup de stocks de juniors qu'on appelle souvent. Mais écoute, il crée vraiment beaucoup d'offensives, donc on peut quand même y pardonner. Puis un bon rythme aussi. Il est pas nécessairement faible physiquement en plus. Il a quand même une certaine force physique. Fait que c'est pas un gars nécessairement de périphérie. Il a des très bonnes mains, il protège très bien la rondelle, pas par la force, mais par l'intelligence, par le rythme de jeu, puis par les mains finalement. Puis il est aussi bon pour créer des jeux, mais pour marquer. Puis il marque pas nécessairement de loin tout le temps, donc il a de très bonnes mains près du filet pour enfiler l'aiguille à la suite d'une petite feinte, si on veut, là. Donc, je le connaissais déjà quand même, là. Je pense que tout le monde le connaît un peu. Il est très bon. Mais c'est ça, il faut falloir qu'il apprenne à simplifier ça. C'est un peu la même affaire qu'on va dire de beaucoup de joueurs de ce gabarit-là. Il est un petit gabarit, là. C'est pas un gabarit incroyable, là. Il est 5 et 11, 167, c'est un droitier. Mais il joue pas nécessairement comme un petit, là. Mais il va falloir qu'il apprenne à vraiment optimiser son jeu pour créer de l'offensive dans ses limites sans trop vouloir faire de fantaisie. Ensuite, Euh, oui, vas-y, si tu la rebondissais, comme tu as Ma- dit tantôt. Matisse Preston, en quoi, parce que tu parlais de Berkeley Catton, en quoi ça peut se comparer ces deux joueurs-là? Tu sais, je sais que là, il faut se roder en début d'année, mais de mémoire, ces deux coéquipiers, ils vont jouer Oui, ensemble cette année. encore, oui. En quoi deux joueurs qui se ressemblent pourraient se distinguer tu sais, si ont les deux les mêmes styles, dans le fond? En quoi leurs différences peuvent faire en sorte qu'ils vont remonter les Chiefs de Spokane? Ben, les Chiefs de Spoken, même si l'année passée, était une équipe assez boostée en offensive, puis ça va être encore le cas cette année. Parfois, tu sais, Preston est un peu utilisé comme le mini
le mini Catton, c'est-à-dire que c'est pas lui qui était la vedette offensive, c'était plus Catton, Crystal et Catton puis Crystal. Là, ben, Preston va s'inviter dans l'eau, si on veut, pour être une des machines offensives, vraiment des joueurs qui va prendre l'offensive dans ses mains. Là, je sais pas si Crystal ou ben Catton vont graduer, là, je vais pas regarder l'âge, là. Si Crystal le fait, tant mieux. Parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment rapport dans le hockey. Regardez son âge. Dans le hockey junior, là, Andrew Crystal, même si on l'adore pas, reste que il pourrait jouer sa saison de 20 ans. J'y souhaite quand même d'aller dans la Ligue américaine. Je pense qu'il est vraiment prévu pour aller dans la Ligue américaine. Donc tant mieux, fait que ça va faire beaucoup de place pour Preston. Dans le fond, pour se distinguer de Catton, ben, tu sais, Catton est quand même bon en défensive aussi. Fait qu'il y a ça qui est différencié, c'est-à-dire que Preston, lui, il y a vraiment du chemin à faire à ce niveau-là. Puis Catton s'est vraiment amélioré aussi pour simplifier ses décisions, pour créer moins de revirements. Donc, tu sais, Preston, ils sont similaires, mais c'est comme Catton il y a 2 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de chemin à faire pour espérer faire 100 points dans cette ligue-là, puis avoir l'impact que Catton a. Puis, c'est pas mal ça, tu sais. À cet âge-là, à son année de draft, si je regarde Catton, check les stats, sont pas longs. Catton à son année de draft, c'est-à-dire l'année passée. Ils ont même gabarit 5 et 10, 174 pour Catton. Puis l'autre était 5 et 11, 175, 176. Il a été repêché en 2024. Donc, 2024, il a fait 116 points. Puis l'année d'avant, il avait fait 55 points. Donc, son année de 16 ans, il a fait 55 points. Puis Preston a fait 45 points. Fait que tu vois que Catton peut-être un meilleur potentiel offensif ou une meilleure saison offensive, mais c'est vraiment dans le même tier au niveau des espoirs. C'est vraiment deux joueurs similaires dans le même tiers qui vont probablement être repêchés top 10 aussi pour Preston. Puis tu sais, juste pour montrer, il y a moins 36 à 16 ans, mettons, Catton avait moins 36 de différentiel. Ce qui est quand même assez bas, si on veut. Mais bref, c'est pas la fin du monde, là. Donc, ça va vraiment être une saison intéressante. Je pense qu'il va déplacer de l'air Preston cette année. Puis, on a vu plusieurs personnes déjà le mettre assez haut dans leur liste préliminaire, puis avec des petits tweets hot take là, concernant le concernant. Mais tu sais, c'est pas qu'il faut baisser les attentes, mais tu sais, c'est le typique joueur très offensif qui est bon dans le junior, mais est-ce qu'il va être bon plus haut que ça? On va voir. Il faut vraiment qu'il améliore beaucoup de choses. Alright, prochain joueur, Pascal. Yes. Prochain joueur, on va se diriger vers la Finlande. J'ai vraiment aimé le tournoi de Oscar Hemming. Oscar Hemming, 6 pieds 4, 190 livres. Donc, un peu similaire à son frère, Émile, qui a été repêché par Dallas, je me souviens bien. Émile Hemming. Donc, il aurait pu aller avec les Rangers de Kitchener, mais je pense qu'il y a un petit fuck là, avec l'équipe là, qui veut pas le... À moins que je me trompe. Non, écoute, j'ai trouvé une image là, présentement, puis ça dit qu'il a signé avec les Rangers de Kitchener. Écoute, pendant que tu nous présentes le joueur, je vais chercher l'information. Dans le fond, en Oscar Hemming, puis si on peut faire un parallèle avec Émile, en quoi il t'a impressionné pendant le Linka? Une des choses que Émile, qui me tannait, c'est sa constance dans son apport physique. Puis à part être un sacré bon marqueur de but, dans le fond, un très bon shot. C'est pas qu'il y avait rien d'autre, mais je laissais tout le temps sur mon appétit, dans le fond, concernant Émile. Dans le fond, il plaquait pas assez. Quand il était capable, il le faisait, ça allait super bien. Il se repliait pas beaucoup. Souvent, il attendait à la rondelle. Donc, ça venait me chercher un petit peu. C'est pour ça qu'il avait descendu toute la saison. Il n'a pas fini super bas, là, parce qu'il ne veut pas, faut respecter son talent. Mais Oscar Hemming, peut-être que son tir n'est pas aussi élite, mais il demeure quand même assez bon. Mais tout le reste, c'est meilleur. Il est plus constant. S'implique beaucoup plus physiquement.
va dans le trafic, utilise son corps pour se faire de l'espace, pour gagner ses batailles, pour protéger la rondelle, va dans le fond de patinoire. Et même si c'est un chantier en construction, son jeu en défensive est quand même assez performant. Dans le fond, il se place aux bons endroits, il n'a pas nécessairement un mauvais bâton, et il va être capable de mettre de la pression sur l'équipe adverse, donc parce que son patin est excellent aussi. Ça pourrait être meilleur, mais c'est un très bon patineur pour un gars de cette taille-là, de 6 pieds 4. Donc j'espère qu'il s'en vient, mais il me semble avoir vu que son équipe bloquait le transfert, mais je me trompe peut-être avec un espoir russe, ce qui se pourrait en sacrement. Ben écoute, je suis en train de regarder, puis en date du 25 août, les Rangers de Kitchener annonçaient la signature d'Oscar Hemming. The Hockey News, le lendemain, mentionnait que après le Linka, il se retrouverait dans la OHL. Donc, écoute, Non, présentement, j'ai je me pas trompe rien probablement avec d'autre. un autre. C'est ça, j'ai pas rien d'autre au niveau d'Hemming, donc forcé d'admettre qu'il va jouer avec les Rangers de Kitchener. Ça risque d'être un joueur à surveiller du côté de la OHL cette année. Euh, Pascal, un troisième joueur. Dans le fond, quand tu as dressé ton top 5, est-ce qu'il y avait un ordre précis au niveau Non. des... C'est vraiment, tu nous présentes 5 joueurs qui t'ont impressionné au niveau du Linka? Ouais, puis tu sais, Hemming, je le connaissais déjà de nom, mais pas, je l'avais pas regardé beaucoup. Fait qu'il est vraiment ressorti. C'est ça, tu sais, lui, il serait dans le top 5, vraiment dans le top 5 des meilleurs du tournoi, là. Lui, il serait vraiment là. Vraiment, vraiment. Il a vraiment été bon. Puis les deux autres des États-Unis aussi, ils seraient là. Donc, Good. oui, il a vraiment été bon dans le tournoi. Puis, tu sais, il n'a pas produit à un rythme incroyable, là. Ça n'a pas été un tournoi haut en couleur au niveau des chiffres offensifs. Mais il est excellent. Vraiment, vraiment excellent. Alright, prochain, Pascal. Oui, on va aller chez les rivaux de la Finlande. Chez la Suède. On va parler de Malte Gustafsson, qui est un défenseur gaucher, format pas géant, mais pas loin. Donc, un autre 6 pieds 4, 190 livres, 198 livres, né en juin 2008. C'est un gars qui joue pour HV 71. Il a déjà, sa saison a déjà commencé, il a 2 points en 2 matchs. Donc, excellent défenseur, bon dans les deux sens à patinoire, si on veut. Pas nécessairement lui qui va s'impliquer le plus physiquement, mais ça implique beaucoup dans le jeu avec son bâton, son positionnement. En anglais, on dit il lean sur les joueurs. À fond, il neutralise sur le bord la bande, un peu comme faisait Owen Power. Il neutralise sur le bord de la bande au lieu de vraiment les frapper. Puis il est vraiment bon là-dedans. Offensivement, il est capable de déjouer, il a un très bon lancer aussi vers le filet. C'est pas nécessairement la créativité d'un Lee Hudson ou bien de Rasmus Stalin ou ce genre d'affaires-là. Je pense pas que ça va être un espoir top 10. Je pense plus qu'il va entre le 20 et le 25e rang, probablement, pour le repêchage. Là, on le voit pas mal dans les classements que j'ai vu passer dans ce range-là. Mais s'il y a une très bonne saison offensive puis il joue un peu en SHL, ou bien Allsvenskan, je pourrais le voir monter pas mal dans les classements. Mais ça, c'est vraiment un gars bon partout. Bon contre le rush adverse aussi. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il se fera rarement prendre à contre-pied par une contre-attaque adverse. Donc, parce qu'il y a justement le bâton, gère bien l'espace aussi. C'est que c'est vraiment un excellent défenseur, un excellent espoir en défensive. Puis, on verra pour sa saison. Mais je suis quand même assez emballé par lui. C'est un des noms que j'ai gardé en tête assez rapidement dans le tournoi. Je fais du pouce sur la Suède, Pascal, parce qu'on a publié un shift by shift d'un de ses coéquipiers au Linka sur notre Patreon pour les membres, pas un scout. Je te donne un peu de temps pour en parler. C'est un joueur qui t'a tombé dans l'œil pareil, puis c'est Monsieur Hermansen. J'ai juste Dustin Hermansen, moi, dans la tête, l'ancien lanceur des Expos de Montréal, mais parle-moi un petit peu, là, son prénom m'échappe malheureusement. On parle de Elton Hermansen. Elton, un prénom que j'aurais tellement dû me souvenir. Elton Hermansen, un coéquipier justement de Gustafsson qui t'a quand même plu dans ce tournoi-là. Oui, il y a plusieurs joueurs. Justement, il fallait que je coupe parce qu'il y avait juste 5 noms.
Donc, il y avait Marcus Nordmark, puis il y avait aussi Elton Hermanson que j'ai bien apprécié dans le tournoi, et Monsieur Simon Servant aussi. Si vous avez lu le texte que j'ai publié il y a 2 semaines, je pense, sur l'événement, que j'interviewais un peu Simon Servant, puis qu'on faisait des... Enfin, on répondait à des questions sur le tournoi. Donc, Hermanson, c'est un gars hyper confiant, vraiment confiant en ses capacités, qui est tout le temps menaçant. L'image à l'écran vient un peu certifier ça. On voit là, ceux qui sont en audio, malheureusement. Un peu comme Kirby Doc avait fait là, quand il écoutait la foule des Blackhawks de Chicago. Ouais, l'image de son club junior pour mettre de l'avant Hermanson, c'est ça. ah, exact, c'est un petit gars spécial. Tu sais, très bon gabarit aussi. Dans le tournoi, il a fait 11 points en 5 matchs. Il a produit quand même pas mal. Puis c'est peut-être plus un marqueur que vraiment un fabricant de jeu, mais tu sais, je dirais plus que c'est un attaquant de puissance en devenir si vraiment il embrasse ça, que ce profil-là, parce qu'il utilise beaucoup son corps pour se faire de la place, pour vraiment aller en ligne droite au filet, mais capable aussi de faire de la finesse. Donc de jouer pas nécessairement en périphérie, mais d'aller chercher les couloirs, chercher les créer aussi. C'est pas le plus trompeur ou bien le plus manipulateur, si on veut, en offensive, mais il est capable quand même d'identifier les couloirs puis de les exploiter. Puis surtout de voiler ses tirs, amener les rondelles au filet, puis à foncer pour aller les récupérer. Donc, ça a été quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans le tournoi le concernant. Puis défensivement parlant, il était pas nécessairement mauvais non plus. Là. Ça allait quand même assez bien au niveau des replis. Son coéquipier Marcus Nordmark, c'était un peu la même chose, sauf que c'est plus un gars petit gabarit qui est plus faire la finesse, mais qui était tout aussi impressionnant avec la rondelle, surtout en avantage numérique. Je trouvais qu'Hermanson ressortait un peu plus à 5 contre 5 que Nordmark. Mais Nordmark a fait 12 points. Donc, c'est sûr, c'est assez impressionnant aussi. Là. Mais deux joueurs vraiment à garder en tête. Si, juste pour donner un exemple, Simon Servant, si je me souviens bien, il y avait Nordmark 11e dans sa liste de juin. Puis Hermanson vers la mi-première ronde. Donc, c'est deux joueurs qu'on a quand même qu'on avait déjà en haute estime. Puis que ça va continuer, je pense, tout au long de la saison. Puis on n'est pas les seuls. Là, c'est deux gars assez connus. J'ai hâte que tu me parles du prochain depuis tout à l'heure. Là, tu choisis avec qui tu y vas, mais là, moi, je me peux plus. J'ai hâte que tu me parles d'un certain Jack ou Jake. J'ai tout le temps un peu de misère avec les deux. Là. Jack Extall. Est-ce que c'est un gars rugueux qui s'en va ramasser du monde dans le coin comme faisait Ron Extall, mon idole de gardien de but à l'époque, où on parle d'un tout autre profil différent? Tout autre profil. Malheureusement. Malheureusement, il s'appelle pas Ron. 6 pieds 185 livres, un droitier, joue au centre. Il a été excellent, vraiment excellent offensivement. Ce qui m'a le plus impressionné le concernant, c'est que c'est la précision de ses passes. Puis il choisit très souvent des options à faible pourcentage, mais ça se rendait tout le temps au coéquipier. C'est vraiment la précision. Tu sais, maintenant, tout le monde est en mouvement. C'est assez dur d'avoir une passe assez précise en une saucer pass ou whatever. Mais lui, ça arrivait tout le temps crisp, direct sur la palette. Ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, même pour un tir sur réception ou whatever, l'exécution était vraiment excellente pour un jeune qui jouait dans une équipe, donc qui n'avait aucune chimie. Tu sais. Donc, ça m'a vraiment attiré l'œil, si on veut. Donc, il a produit un très bon rythme, là, si je me souviens bien. Je vais regarder. Là, il a fait 7 points en 5 matchs. C'est pas énorme, mais il a gagné la médaille d'or. C'est le centre numéro 1 des Américains. Puis, c'est ça. Il a vraiment été utile pour son équipe. C'est juste que là, dans USHL cette année, il va falloir qu'il apprenne à être moins de stock de junior, plus d'exécution, plus de stock pro, si on veut. Mais j'ai comme pas vraiment pas peur, vraiment, parce que c'est vraiment un joueur intelligent. C'est pas un gars, Pascal, qui joue avec le programme américain cette année? Non. Sinon, il n'aurait pas été au Linka. Il joue avec les Phantoms de Youngstown. Puis l'année prochaine, il va jouer pour Michigan State. Un excellent programme qui accueille beaucoup de bons jeunes joueurs. Donc, son parcours vers la nationale de hockey est pas mal tout tracé, je te dirais.
Ça me fascine toujours de savoir c'est quoi l'enjeu de est-ce qu'ils font partie du programme américain ou non. Tu sais. Faudrait trouver quelqu'un qui vienne nous en parler sur le podcast. Ben, il faut qu'il soit invité, ou bien qu'il y ait beaucoup d'argent dans la famille. Ouais, mais j'ai lu que c'était pas parce que USA Hockey finance une bonne partie quand ouais. même Ben, aux du États-Unis, c'est programme ça, le américain. sport. Là. Mais Exact. bonne question. Peut-être que Jérôme Bérébé pourrait peut-être nous en... Même Simon Servant, je pense qu'il pourrait probablement répondre à nos questions là-dessus. Ou aller chercher quelqu'un du milieu. À suivre. Pascal, il nous reste un joueur parmi ceux qui t'ont le plus impressionné au Linka Gretzky. Puis après ça, on va parler du joueur qui risque de faire parler rapidement dans la saison 2025-2026. Le dernier joueur qui t'a impressionné, Blake Zielinski. Oui, bravo. 6 pieds, 185 Ouais. livres, un droitier qui a joué à l'aile. Il a pris aussi des mises en jeu, là, mais il a fait 9 points, 9 points en 5 matchs, dont 4 buts. Il a été, selon moi, le meilleur joueur du tournoi au Linka Gretzky. C'est vraiment là, c'est un tir vraiment impressionnant. Là. C'est vraiment un excellent tir, un excellent marqueur de but, capable de faire des jeux aussi. Puis le seul affaire vraiment qu'il va falloir qu'il améliore, c'est son patin. Son patin n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Donc, tu sais, 6 pieds, 180 livres, il va falloir qu'il patine un peu plus vite que ça. Mais sinon, offensivement parlant, il était trompeur, il était menaçant en tout le temps proche du filet aussi, bon, pour faire dévier les rondelles, capable de jouer en périphérie sur l'avantage numérique pour créer de l'offensive, dans le fond, influencer le corps défensif. Son tir, dans le fond, le changement d'angle, les changements d'élan aussi, très intéressant à le voir aller. Donc, je crois que ça va bien aller pour lui. L'année passée, il a fait 32 points en 41 matchs dans la USHL pour Des Moines, les Poconis de Des Moines. Cette année, c'est encore la même chose. Donc, je pense que ça va bien aller. Mais il s'en va à Providence College dans le NCAA. J'espère qu'il va y avoir un petit transfert qui va pas aller là. Mais bon, ouais. C'est pas nécessairement mauvais, là, mais c'est vraiment pas mon équipe, si on veut, en NCAA. Là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il décommite. On verra bien. Mais je vais regarder à l'œil très rapidement dans les jours que la USHL commence. Là, c'est très bientôt. Donc, on va je sais pas si vous vous souvenez, 2021, l'année de Matthew Knies. Il y avait quand même plusieurs joueurs intéressants dans la USHL. Je pense qu'on va avoir un peu le même vibe cette année là, pour cette ligue-là. Un joueur qui risque de faire parler rapidement dans la saison. Puis tu sais, ça, rapidement, ben, on le sait, ça va vite, le domaine des espoirs. C'est probablement un joueur qui est sur certaines lèvres actuellement, Oui. dans les discussions chez les observateurs et tout. Pascal, tu voulais nous parler de Albert Smith. Oui. Oui, défenseur gaucher qui joue pour Jukurit en Finlande, dans la Liga. L'année passée, il a joué 9 matchs en Liga dans sa saison de 17 ans parce qu'il est né très tôt en décembre. Donc, c'est un late. Il a fait 2 points en 9 matchs. Puis après ça, il a joué en série 5 matchs. Si je me souviens bien, il n'a pas fait de points, mais il jouait déjà une quinzaine de minutes par match en Liga. Donc, on voyait qu'il avait quand même l'expérience. Il avait joué aussi je viens d'écrire pour lui. Dans le fond, vous allez voir un texte dessus demain. Surtout sur hockey.com. Donc, j'ai toutes les statistiques encore en tête. Mais l'année passée, il avait joué aussi dans la U20 SM Saria. Puis il avait fait, je pense, en 21 matchs, il avait 9 points. Mais là, cette année, il a débuté sur les chapeaux de roue, comme dirait Marc Denis. Et en 3 matchs, il a fait 4 buts, 4 passes. C'est un défenseur. Donc, c'est quand même pas mauvais, si on veut dire. Mais, tu sais, faut faire attention. Ses buts, il y a beaucoup de buts à la Kotkaniemi, c'est-à-dire un tir de loin du revers qui passe au-dessus de l'épaule du gardien. Après ça, longe la bande, va à la ligne bleue, fait un wraparound, tire à l'aveuglette, top net, le goaler ne l'a pas vu. C'est des passes déviées, des passes secondaires. Fait que, il faut faire attention que ça n'a pas de vision, mais c'est un gars hyper confiant. Hyper confiant. Il est 6 pieds 3 ou 6 pieds 4. Pas nécessairement le plus méchant, si on veut, mais il y a quand même un petit côté taquin, si on veut, après les sifflets, puis même au corps à corps. Mais c'est un gars qui a un bon patin,
qui va très bien défendre contre les contre-attaques. Bon bâton, va éliminer les joueurs sur le bord de la bande. Offensivement parlant, on le voit souvent aller profond dans la zone adverse. C'est pas un style qu'on est habitué de voir nécessairement en Finlande pour les jeunes joueurs. Pour vraiment les jeunes défenseurs, ça arrive pas, ça, qu'un joueur va monter en rondelle, va la foutre dans le fond, puis va aller la chercher, alors que c'est un défenseur. On n'a pas vu Aaron Kiviariou faire ça, alors que c'est un gars hyper offensif. Puis il y a Albert Smith, qui est un laiton. C'est pas un gars reconnu comme hyper offensif, mais il va essayer des choses. Puis vu qu'il est bon en protection de rondelle, ben, il fait ça. Il envoie dans le fond, va plaquer, va protéger la rondelle, récupère la rondelle, l'envoie devant le filet. Il le fait en junior, mais il le fait aussi en Liga. Puis on va beaucoup faire des permutations, dans le fond, avec les attaquants. Fait que l'offensive, elle bouge énormément. Mais c'est une équipe eucorite qui finit tout le temps en fond de classement. Donc, il ne faut pas s'attendre à un différentiel positif pour lui, parce que l'équipe est mauvaise. Mais il joue déjà top 4. Il joue déjà sur la deuxième unité de désavantage. Et je m'attends à le voir sur le power play en cours de saison. Pas énormément, mais en cours de saison. Il joue déjà 18 minutes par match. La première paire joue, mettons, 20 minutes. La deuxième paire joue 18 minutes. Puis en plus, lui, on l'utilise sur le piqué. Fait que puis la dernière paire joue 10 minutes. Fait que toute la saison, il va jouer. Parce que même l'année passée, il faisait ça. Même en série. Donc, ses statistiques sont off the chart. il est genre égal avec les meilleurs de l'équipe au niveau des tirs, au niveau des combats pour la rondelle aussi. Donc, l'efficacité des passes. Fait que il coche beaucoup de cases, mais c'est 2 matchs. Il n'a pas produit en Liga. Là. Ils ont perdu les 2 matchs. Comme je dis, c'est pas une bonne équipe. Mais il a ressorti et il a un impact positif absolument à toutes ses présences ou presque. Donc, j'ai hâte de voir. Alright. Merci Pascal. On aura l'occasion d'en reparler, assurément d'espoir du repêchage de la Ligue nationale. Puis c'est un plaisir de ramener le nom sous le radar avec le TSLH podcast. Donc c'était le segment Sous le radar avec Pascal Lapointe.